Bonjour, merci aux organisateurs, à Christine Tellier de nous avoir proposé, nous sommes nombreux à intervenir aujourd'hui, à ces regards croisés que j'avais jamais croisés. Ouais, ça a fait juste, hein. J'ai failli pas les croiser. Ben ouais, au bout de 20 ans, je suis là. Quand tu as proposé ce thème de la séparation, je me souviens, on était quelques-uns, et puis j'ai immédiatement accepté. Quand on parle de séparation, on doit toujours un peu régresser. J'ai accepté immédiatement, avec l'envie de partager avec vous une expérience ancienne, pas ma séparation, d'ailleurs, elle n'est pas forcément finie, ancienne, humaine, esthétique, thérapeutique et institutionnelle. On va revenir 30 ans en arrière. Allez, un peu d'histoire. On se lâche un peu, 20 ans. Voilà. C'était entre 86 et 90, à l'hôpital de la Candélie, à Agen, en Lot-et-Garonne. Juste le diplôme de psychologue obtenu, j'avais accepté un poste dans un service dont le médecin-chef était un neuropsychiatre, qui ne voulait pas de psychologue, mais qui voulait des psychomotriciens, sous prétexte qu'on ne pouvait pas être deux autour du cerveau. Ben ouais. Le poste de psychologue a été maintenu, de lutte acharnée, mais dans les coulisses, on m'a dit que je devrais me contenter de faire de la clinique du cou au pied. Eh ouais, non mais il y a 30 ans, c'était... Qu'à cela ne tienne, j'accepte et fait toutes les formations possibles autour du corps, du mouvement, du théâtre, bref, passionnant. Dans cet hôpital, j'arrive à l'opposé de ce neuropsychiatre, sans que ça ne l'ait traversé une seconde, je découvre une énorme activité ergo-artistique, réunie dans ce que l'on appelait les ateliers. Un bâtiment énorme, dédié entièrement à la création pour certains, au travail pour d'autres, à l'occupationnel pour d'autres encore, au patronage même, ou, plus intéressant, au travail thérapeutique pour François Tosquelles, qui les avait créés lorsqu'il était médecin-chef dans cet hôpital. Peut-être tout le monde ne connaît pas François Tosquelles. Ah. Voilà, c'est la psychiatrie institutionnelle des années 40, 50, 60. Dans ces ateliers participaient des patients volontaires qui fabriquaient, créaient, produisaient tout au long de la journée sur de multiples supports à partir de nombreux matériaux. J'y passais de longues heures, puisqu'on m'avait dit de ne pas m'occuper du cerveau, j'y passais de longues heures happées par le faire de ces personnages. Je dis personnages entre guillemets, parce que c'était des personnages. À l'époque, 30 ans, pas même traitements, pas même médicaments, pas tout ça, la pathologie plus exprimée. J'étais happée par l'étude de leur travail, véritable clinique des habiletés, des adaptations, des modalités relationnelles, de la relation d'objets, des comportements neuromusculaires, de l'accomplissement, etc., etc. Je découvrais donc l'influence de la thérapie institutionnelle, donnant à l'institution la valeur d'abri psychique et à chaque professionnel une possibilité de convivence avec les malades. C'était un terme de cette thérapie. Et à chaque malade une place dans l'organisation institutionnelle, on dirait aujourd'hui coopération ou co-construction avec les usagers. Je découvrais aussi l'intérêt du travail thérapeutique qui mobilise les affects autour de la création et devient de fait non seulement une source d'information clinique, mais aussi un moyen pour le patient de reprendre contact avec le monde interhumain. Un des ressorts essentiels de la pensée de François Tosquelles est la nécessaire articulation corporo-psychique pour reprendre pied dans la vie quotidienne, mais aussi la nécessaire reprise en compte concrète du roman de la vie quotidienne pour reprendre corps dans la vie psychique. Bien sûr, on pourrait m'opposer fonctionnement asilaire, durée moyenne de séjour très longue, traitement moins ciblé. Oui, ce n'était certainement pas mieux, mais c'était intéressant, et c'est toujours intéressant. Alors voilà où je voulais en venir. Petite introduction, petit retour en arrière. Je vais donc vous proposer des œuvres réalisées par Fabienne, qui souffrait à l'époque de schizophrénie, très violente, s'alcoolisant défranchit la porte de l'hôpital, rendant impossible à l'époque une vie hors de l'hôpital. Présente de manière stéréotypée du matin au soir, aux ateliers, figée, souvent muette, quand elle parlait, elle ne racontait rien. C'était factuel, l'ici et le maintenant, comme sans mémoire, sans histoire, mais tellement animée et agile, dès qu'elle malaxait et sculptait l'argile.
Je peux boire à la bouteille, tout va bien. Merci. Répétant sempiternellement, point par point, dans ses sculptures, les étapes du processus de séparation, individuation, pas vraiment abouti, décrit par Margaret Mahler dans ses travaux de 1950. Et nous allons voir en quoi les étapes psychiques de cette maturation prennent corps ou comment le corps participe de cette maturation. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de parler de François Tosquelles. Ça se voit, j'espère. Parce que moi, je l'ai croisé. Je ne l'ai pas seulement croisé, je l'ai rencontré dans son village de Lot-et-Garonne, où il a vécu, à la fin de sa vie. Il recevait en analyse des pratiques de nombreux professionnels de l'hôpital psychiatrique où je travaillais. C'est comme ça qu'on disait à l'époque, aujourd'hui, hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, on dit établissement public de santé mentale. C'était sa façon à lui de continuer à penser l'hôpital ou l'institution. À penser, vous mettrez un E ou un A, les deux lui vont bien. Quand on arrivait, il nous demandait d'ailleurs à chaque fois « Comment va l'hôpital ?» Et avec un sourire, il nous disait « S'il a un problème, il faut le soigner. » Je reviens à Sandrine. En vous montrant ses réalisations, c'est à la fois son œuvre et l'œuvre de François Tosquelles que j'honore. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour elle depuis. Elle m'avait donné pour mon bureau ces quelques réalisations que je vais vous montrer, qu'elle avait choisies parmi une production énorme, gigantesque, avant d'en détruire beaucoup, ou parfois d'en abandonner certaines, en s'arrêtant net et en quittant l'atelier sans que rien ne puisse la faire rester, ne demandant jamais rien, énigmatique, impressionnante. Depuis, je sais que les ateliers ont fermé. Les potiers, céramistes, couturiers, mécaniciens et peintres, infirmiers et infirmières ont repris la blouse blanche. Ces quelques œuvres vont me permettre de les faire réexister un instant. Voilà, donc après, PowerPoint, parce qu'il y a des photos. Alors, ça devrait aller dans ce sens. Il faut que je... comme ça. Super, les mots, c'est fait. Alors, au commencement, était une masse d'où émergent deux têtes et des bras reliés. Je vous présente un peu la masse. Voilà, vous voyez les têtes, vous voyez les bras. On les voit là. Ça peut partir dans n'importe quel sens. Entre bagarre et agrippement, le sens est trouvé, relié, face à face, soudé, plus d'horizon. Des bras qui font le tour, personne ne bouge, pas de jambes, tête baissée, tentative d'échapper vaine, attachement, emprisonnant. Deux têtes qui s'élèvent, mais seulement deux bras, le même bras pour chacun. Différentes par la taille, différenciation mère ou féminité et autres, mais toujours fusion. Les bras se séparent, mais ne se détachent pas. Pas de bas de corps, pas de déplacement. On voit les deux bras qui commencent à émerger, on les voit mieux ici. Les quatre membres apparaissent, les têtes s'éloignent, les bras s'allongent, toujours reliés, un peu Elastic Mother. Vous avez vu ce film Elastic Woman, je ne sais pas, c'est un dessin animé qui est très très bien fait et c'est très intéressant sur justement l'attachement et le détachement et ces espèces de super-héros féminins qui a les bras qui s'allongent. Pour des enfants, ça doit être terrible, mais bon. ou ça peut être bien des fois. Des fois, les mamans... Nos bras s'allongent, on ne sait pas comment, mais ils s'allongent. Encore soudés, emmêlés, se redressent, emboîtés, prêts à se séparer. Ils ont des bras, des jambes, ce qu'il faut dans la réalité. Séparés, c'est le même. C'est les deux qui s'emboîtent. Et qui s'emboîtent vraiment, on peut les enlever. Alors ils étaient un peu cassés, j'ai dû les réparer, je ne suis pas du tout douée en sculpture. Mais vous voyez, finalement, quand on se sépare, on risque de se casser, on est plus fragile. Séparés, les voilà, vous voyez, c'est les deux mêmes. Séparation possible-impossible, car le seul emboîtement possible reste avec l'autre de l'unité de L. Pas d'existence séparée, comme une mémoire de forme. Et puis, apparition du 1. Tête de la toute première sculpture, vous vous souvenez, la petite tête qui apparaissait dans la masse. Pas de visage, replié, assis. Voilà dans l'autre sens. L'autre de l'unité duel absent, pas de verticalité, pas d'éclasion, position de protection.
Émergence du corps, moins massif, féminisé, sans visage, replié, assis, se protège, pas de tenue, pas de verticalité, pas d'être au monde. Séparation, elle n'est jamais allée au-delà, c'est la statue la plus aboutie. À chaque fois, elle repartait dans des masses informes, à des stades. Passer du 2 en 1 à faire 1 à 2, car Abraham parlait d'unité duel, à être 2, puis à être seul en présence de quelqu'un, puis à être 1, pour à nouveau être 2, sans être pris dans l'autre, en sachant que nous sommes à la fois 1 personne 100 000, comme le titre d'une pièce du théâtre de Luigi Pirandello. Paradoxe. On a à se séparer de ce dont on est séparé, ou on est séparé, mais on n'est pas séparé. Quand on n'est pas. La séparation ne correspond pas du tout au fait d'être séparé physiquement de quelqu'un. On mettra l'accent sur la valeur proprement psychique de la séparation. Certaines séparations dans la réalité ne provoquent en effet pas chez le sujet séparé un éprouvé de séparation, mais un éprouvé de détresse, de déréliction, d'arrachement. Valeur relative des séparations réelles pour la vie psychique, on sait combien certaines séparations, certaines tentatives désespérées de s'éloigner, finalement, n'apportent pas ce que l'on en attendait. Alors voilà, on peut, tous ces mots, c'est les mots qu'on a entendus depuis tout à l'heure, séparation, individuation, autonomie, dépendance, manque, besoin, désir, sujet, objet, toujours, jamais, deux, seul, déplaisir, conscient, inconscient, compétence, vulnérabilité, maintenant, plus tard, jamais, jouir, protection, sevrage, addiction, vivre, mourir, changer, répéter, savoir, déni, défense, aimer, détester, changer, vertige. On se demande même comment on y arrive. Finalement, on y arrive, je dirais, on y arrive suffisamment. Et dans le suffisamment, la nuance est là. On s'en accommode, mais parfois, on n'y arrive pas. Alors là, c'est imbuvable. Désolée. Mais bon, sinon, je ne peux pas après, c'est compliqué pour moi. Ce qu'il faut retenir, c'est en gras. C'est-à-dire que pendant ce processus de séparation, on l'a vu, c'est pas gagné. On l'a vu, c'est un processus. Ça prend du temps. C'est compliqué. Ça marche, puis ça marche pas. Puis il faut être deux. Puis dès l'instant où on est deux, c'est compliqué. Ça le restera d'ailleurs toujours. Margaret Malher parle de cette séparation et qu'à chaque fois qu'apparaît une détresse, c'est un précurseur de l'angoisse. C'est un précurseur de l'angoisse. L'enfant fait appel au partenaire maternant pour maintenir son homéostasie sans heurte et graduellement. Sans taxer inutilement les propres ressources du nourrisson, il y a la nécessité d'un moi auxiliaire. La préoccupation maternelle primaire est imprévisible, parfois anxieuse, instable, hostile. Sa confiance en elle-même est chancelante pour des raisons diverses. Alors l'enfant en voie d'individuation doit se tirer d'affaire. De toute façon, on est séparés. Quoi qu'on fasse, on l'est. Sans référence fiable auprès du partenaire symbiotique. Tout commence par ce suffisamment et par ce qui est optimal. Là, vous avez toutes les étapes. Ça, c'est Margaret Malher. C'est les mêmes que dans les diapositives que vous avez vues. C'est exactement les mêmes que dans les sculptures de cette jeune femme. C'est exactement pareil. Elle parle de symbiose optimale, d'éclosion par la locomotion, par le corps, par le mouvement. On voit comment, en fait, le développement, c'est à la fois, c'est de l'environnement, c'est de la psychologie, c'est des affects, c'est du corps, c'est de la motricité, c'est un peu tout ça. Petit à petit, évidemment, l'autonomie, la perception, tous les sens, le regard permet d'éloigner, le toucher permet de se rapprocher, l'intelligence sensorimotrice se développe, elle est capable de représentation. C'est intéressant la représentation parce que ça permet de se représenter un objet et donc de pouvoir le voir partir, le laisser partir, d'en avoir une image qui nous rassure parce qu'elle existe quand il n'est pas là. Quand on est là, on n'a pas besoin de penser. Quand l'objet est là, je ne le pense pas, je le vois, je le touche, je le regarde. Quand il n'est pas là, si je n'ai pas de représentation possible, si je n'ai pas les processus de pensée suffisants, si je n'ai pas suffisamment de sécurité interne pour accepter qu'en réalité il s'en aille et que symboliquement, imaginairement, je le pense, eh bien, je suis en détresse. Ensuite, évidemment, le rapprochement, l'éloignement, le rapprochement. Je ne relis pas tout ça. Le résumé, c'est ça. Phase symbiotique, extension, éclosion, contre-épreuve, on va vérifier, parce que quand on s'en va, c'est quand même bien de vérifier que la personne est toujours là. Sinon, on ne va plus s'en aller. On va rester. Vous avez vu dans les sculptures comment, finalement, l'impossible de la séparation, avec le risque de l'effondrement. Pour recharger émotionnellement, une séparation active, on revient faire le plein, une conscience cognitive grâce à la maturation neurophysiologique, la permanence de l'objet,
Un enfant petit, vous cachez un objet sous quelque chose, quand il est tout petit, il ne le cherche pas. Il ne le cherche pas parce qu'il a disparu. C'est comme votre chat. Ben oui, s'il miaule ici et que vous lui ouvrez là-bas, il ne va pas faire le tour de la maison, sauf s'il est très intelligent, votre chat. Mais parce qu'il n'a pas forcément la permanence de l'objet, c'est-à-dire une image mentale qui lui permet d'anticiper que la personne est là, mais elle peut aussi être là-bas. Elle est là. C'est la capacité de se représenter l'objet absent, c'est la permanence de l'objet qui n'est pas forcément et qui n'est pas du tout donnée à la naissance. Évidemment, le langage qui vient signer la distance psychique et la possible autonomie. Alors évidemment, les aléas de la séparation-individuation puisent sur les ressources immatures. Voilà, tout traumatisme, toute carence, toute complexité, toute violence, toute insatisfaction intense, Il faut quand même se tirer d'affaire de toute façon, sans protection, vulnérable, insécure. Des solutions auxiliaires, on a vu l'auxiliaire du moi, quand on part sans protection, les auxiliaires, on va les chercher, on va les trouver, on va absolument les trouver, mais les auxiliaires, on les trouve tous. On a tous finalement, nous, tout le monde, on recherche tous des satisfactions substitutives qui vont justement nous permettre, ces petits auxiliaires de vie, comme on dit, ces substitutions, ces satisfactions substitutives qui nous permettent de supporter la vie. Elles sont multiples, elles peuvent être l'amour, l'amitié, les loisirs, la culture, l'idéologie, la religion, tout ce qui fait la satisfaction pour supporter la vie. Et Freud, à l'époque, disait « mais la satisfaction substitutive la plus importante, la plus efficace, ce sont les stupéfiants. Pourquoi ? Parce qu'ils vont directement au cerveau. » Donc on comprend comment l'auxiliaire substance ou comportement, le plus rapide, le plus immédiat, le plus sûr finalement et le plus garanti, pourquoi ? Parce qu'il ne passe pas par l'autre, eh bien, il est évident que cet auxiliaire peut prendre une place importante. Auxiliaire, toujours dans une quête d'indépendance. Il ne faut pas croire que la dépendance, c'est ça qui soit recherché. Pas du tout. Une indépendance à tout prix, avec un minimum de coût psychique. C'est-à-dire passer des émotions aux sensations, passer des autres à l'objet, passer des mots aux actes, passer de quelque chose de différé à quelque chose d'immédiat, passer du désir au besoin. Un problème, c'est que les objets d'addiction, très vite, perdent le statut de suffisamment bon ou d'optimalité. Vous vous souvenez ? Ce qui fait toute la différence. Il vaut mieux être confronté à du suffisamment bon, pas du totalement bon. Et donc, il va être difficile de se séparer, parce qu'à eux seuls, ils répondent totalement à ce qui manque. Ils retentent le processus de séparation-individuation en accéléré, avec des objets ou des comportements à nul autre pareil. Pour reprendre la magnifique phrase d'Albert Cohen dans Le livre de ma mère, « L'amour de ma mère, à nul autre pareil ». Parce qu'il faut tenir, et finalement ça tient. Vous voyez ? Personne, environnement, il y a quelque chose qui tient, et même s'il y a des produits. Après, il faut faire attention, parce qu'en enlevant quelque chose dans le triangle, on peut se casser la figure. Donc, le but, évidemment, dès l'instant où on bouge quelque chose, tout est remanié. Vous voyez la place des substances qui, par l'accompagnement, peut diminuer, par tout ce qu'on a vu depuis ce matin, par toutes ces suppléances, par tous ces auxiliaires, par toutes ces rencontres, par tous ces accompagnements, eh bien, ça peut continuer à tenir. Depuis des décennies, nous proposons des abris psychiques, pour reprendre un terme de la thérapie institutionnelle. Dans notre secteur, on a accordé, selon les époques, une valeur d'abri psychique à la communauté, à la parole, à une autre époque, avec l'essor de la psychanalyse, à la pharmacologie, avec les traitements de substitution et autres. À l'heure actuelle, on assiste à de nouvelles orientations, dans la recherche d'autres formes d'abri psychique, plus basées sur le respect de l'expérience, sur l'engagement, sur le pouvoir d'agir, sur le faire, sur le travail ou le logement d'abord, ou, autre terme de la thérapie institutionnelle, sur la convivence ou la coopération, parce qu'offrir d'autres scènes permettra de jouer, de rejouer et de déjouer la partie qu'ils n'ont jamais abandonnée. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours le choix de l'objet qui est fait. Jamais abandonné, mais resté en coulisses, car trop précocement exposé. Regard croisé et séparation. Croiser les époques, croiser les publics et les modes de vie,
Depuis 20 ans, c'est un peu ce que vous faites, parce que je venais pas, mais je regardais les programmes. J'ai failli parfois venir, mais des fois, Orléans, c'est pas tout près de Bordeaux. Croiser les concepts, croiser les professions, croiser les personnes, croiser les dispositifs, croiser les expériences. Les croisements que propose Christine Tellier depuis 20 ans, ce ne sont pas des autoroutes, des nationales ou des chemins de terre qui se croisent, mais des routes sans hiérarchie, qui assimilent et accommodent et qui continuent leur chemin en espérant se croiser encore. Je vous remercie, merci à eux et à ceux qui les ont écoutés créer. Merci Christine. Merci Véronique aussi. Je suis allée trop vite encore, mais je croyais pas avoir de temps. C'est bien, c'est bien. Ça permettra à d'autres d'aller plus lentement. J'ai été très touché par le fait de croiser Tosquelles. Je ne m'y attendais pas. Et en plus, j'ai pensé à lui ce matin quand on a parlé d'éducation préventive. Je connais quelqu'un qui a assez bien connu Tosquelles, qui l'a fréquenté, qui le cite assez souvent. Et si je ne me trompe, parce qu'il a fréquenté beaucoup de gens, il en cite beaucoup, mais si je ne me trompe pas, Tosquelles a dit, en parlant de la relation entre maître et élève, et c'est une chose que j'ai entendue aussi de la bouche de Wayne Shorter, saxophoniste de jazz, donc tout à fait un autre domaine, un autre regard. Tosquelles, je crois, ce qu'il a dit, c'est il ne faut pas oublier que de là où nous sommes, ce que nous voyons le voyons parce que nous sommes hissés sur les épaules de nos maîtres. Donc ça jette aussi tout un éclairage particulier sur ces notions de verticalité, d'horizontalité et de réciprocité, disons. Bah oui. Alors, à vous. Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça? Le magma, d'où la forme émerge. Juste pour lancer la discussion, parce que j'en ai marre de parler tout le temps quand même, juste à rapprocher quand même l'expérience individuelle des grands mythes fondateurs de la Terre. Relire par exemple Jean-Pierre Vernant sur la mythologie grecque et la Bible. On démarre de quoi? On démarre d'un magma indifférencié d'où va émerger progressivement Gaïa. Dans la Bible, on sépare aussi le ciel et la terre, on sépare les éléments, et toute création, tout mythe de création du monde repose d'abord sur cette expérience de création. Ça m'amène à dire que c'est important aussi de donner aux gens que nous soignons une expérience des mythes, de leur raconter ou de leur faire lire ou de leur dire les histoires qui se racontent sur la création du monde. Ceux qui ne peuvent pas parler trop facilement de leur expérience, et ces toutes premières expériences, individuation, séparation, se verbalisent avec trop de difficultés souvent, mais par l'intermédiaire des mythes et des contes, on peut aider les gens à toucher quelque part ce mystère nécessaire de la séparation. Voilà, c'était comme ça pour lancer une autre discussion. Merci. Oui, qui rattrape? Bien sûr, c'est important, mais malheureusement, on réserve les contes aux enfants. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Alors qu'on a à la fois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne vais pas aller jusqu'à mon âge. Jean-Pierre Vernant, c'est très bien pour les adultes. C'est pas du tout réservé aux enfants. Il faut le mettre dans les bibliothèques de la Ils peuvent même le lire en le lisant à leurs enfants. Alors, je suis très heureuse de vous entendre, Véronique, parler de Tosquelles, parce que je vais partager une expérience. Moi, j'ai connu Jean Houry. J'ai été 4 mois à la Borde, et ça a été 4 mois extraordinaires,
où là, justement, j'ai vécu, non pas une rupture, pour reprendre ce qu'on disait ce matin, mais vraiment une séparation des concepts parfois un peu rigides qu'on peut apprendre en psycho. Et j'ai appris à travailler dans cette horizontalité où il n'y avait plus du tout de hiérarchie. En tant que psy, on était moniteurs tous, et puis du coup on faisait le ménage comme tout le monde avec nos patients. Enfin voilà, on se confrontait à certaines choses, justement en études on nous dit voilà, il faut à peine toucher le corps, et on faisait des toilettes. Donc c'est vrai que quand je revenais en supervision à Paris, je me confrontais justement aux autres étudiants qui ne comprenaient absolument pas, et pourtant moi ça m'a ouvert un champ de pratique extraordinaire, et aujourd'hui je me verrais plus vivre sans cette psychothérapie institutionnelle que j'applique vraiment au quotidien. Donc voilà, il y a eu cette séparation finalement et cette autocritique de tout ce qu'on peut apprendre aussi, et de voir qu'on peut travailler aussi autrement et rester bon psy malgré tout. Oui, l'approche, eux, c'était des précurseurs de l'approche intégrative. Moi, Tosquelles, quand il mettait en série le Ford freudien, l'objet petit à lacanien, l'espace transitionnel de Winnicott, et puis le moi non moi de Melzer, tout ça. Enfin, je veux dire, voilà, hop, c'est clair, quoi. Enfin, et donc j'ai eu envie, voilà, parce que je me dis, voilà, c'est important aussi qu'une conception ne chasse pas les autres, quoi. C'est-à-dire qu'on puisse intégrer. On est dans l'accommodation. On n'arrête pas de dire assimilation, accommodation. On le dit pour les enfants. On le dit. Je pense que professionnellement, c'est important aussi d'assimiler et d'accommoder tout un tas de choses. Oui. Approche intégrative et transdisciplinarité. Oui, Pour sûr, moi, oui. il y a une filiation directe entre la psychothérapie institutionnelle et ce que nous aimons appeler la transdisciplinarité. Oui, bien sûr. Ça m'a paru très moderne tout d'un coup. Bon, merci à tous.